Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Cozy Lab. Le Cozy Lab spécial improvisation théâtrale. Est-ce que ça a un impact sur le bien-être et le développement personnel? C'est une question qui me tient à cœur depuis des années. Depuis que je pratique l'improvisation théâtrale, c'est toujours quelque chose qui me paraît important d'y répondre. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant pour faire la dernière du Cozy Lab dans cette session hebdomadaire. On est à la 8e. Je me suis dit qu'on allait parler de quelque chose qui me tient à cœur. Et pour ça, j'ai invité Aline Petit et Muriel Ekovic. Et je vais te laisser, Aline, te présenter en quelques mots et ensuite Muriel. Alors, bonjour à tous. Je suis contente d'être là. Merci pour l'invitation, Flavien. Rapidement, je suis improvisatrice depuis une quinzaine d'années. Je fais du théâtre depuis l'âge de 9 ans, avec quelques coupures, mais ça ne m'a jamais vraiment quittée. Et je ne sais pas trop quoi dire. Si, je suis arrivée à l'improvisation après le théâtre. J'avais très peur de démarrer l'improvisation, parce que j'avais l'habitude toujours d'avoir le filet du texte, et puis le metteur en scène. Je ne prenais pas beaucoup mes responsabilités et sur le plateau, et avec l'improvisation, j'ai été obligée de commencer à faire ça. Et puis moi, ma motivation, c'était de jouer plus, et du coup j'ai découvert plein de choses, alors que ma motivation première, c'était simplement d'être plus souvent sur scène. Merci. Muriel, est-ce que à ton tour, tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Même merci Flavien pour l'invitation. Moi, j'ai une formation. À la base, je suis scientifique de formation. J'ai une formation d'ingénieur et j'ai fait un doctorat de neurosciences cognitives. Donc, j'ai vraiment commencé par la science et la recherche. Et j'ai travaillé quelques années dans les EdTech, donc la technologie au service de l'éducation et dans le secteur associatif et de l'égalité des chances. Et jusqu'à il y a assez peu de temps, finalement, l'improvisation, c'était une activité secondaire, mais que je pratique depuis une douzaine d'années maintenant, que j'ai découvert en école d'ingénieur. Donc, c'était mon passe-temps ou mon activité de loisir ludique, artistique, qui a pris de plus en plus de place au fil des années, à tel point que maintenant, c'est devenu mon métier. Et donc, je suis formatrice et improvisatrice à temps plein depuis quelques temps. Voilà en quelques mots. Merci. Du coup, il y a Kevin qui est venu aussi nous rejoindre. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez à tout moment nous rejoindre grâce au lien Zoom qui est sur la page du Cozy Lab. Et vous pouvez aussi réagir en temps réel, aussi sur le lien Twitch que Yann derrière moi va pouvoir me dire sur les questions, et aussi sur Facebook. Kevin, est-ce que tu peux te présenter rapidement et pourquoi tu es venu et en quoi ça t'intéresse cette discussion? Je m'appelle Kevin, je suis informaticien. Je suis venu parce que le sujet m'intéresse profondément, puisque j'ai démarré l'impro cette année chez Impro Studio dans le cadre d'une démarche de développement personnel. Et je vois que pour l'instant, je suis le seul membre du public. Et du coup, je suis en train de me dire, mais en fait, peut-être que les gens ont peur, et peut-être que justement, c'est une très bonne illustration de ce que l'impro peut vous permettre de faire, intervenir comme ça sur un truc live où il y a plein de gens qui vous regardent peut-être. Et venez, on mange pas, c'est trop cool. Eh bien, merci. Kevin et aussi bien tout le monde, vous pouvez à tout moment du coup poser des questions, interagir. Du coup, je reprendrai vos questions pour aussi les discuter avec Aline, Muriel et aussi Kevin. Et moi aussi, je pourrais y répondre aussi. Je ne me suis pas présenté, mais bon, voilà, je me présente comme le Cozy Lab et aussi formateur improvisateur. Mais c'est surtout Aline et Muriel avec qui on va parler. Première question pour vous deux. Est-ce que pour vous, l'improvisation théâtrale est, déjà, on va commencer, est synonyme de bien-être? Oui. Faut que je développe? Oui. Tu veux répondre, Muriel? Tu es d'accord, j'imagine? Je suis plus mitigée en fait. Donc vas-y. Ah, d'accord. Alors, je vais aller avec le oui, on aura la nuance derrière. Moi, je suis radicale, hein, vous voyez. Donc, oui, c'est synonyme de bien-être. Oui, c'est vrai qu'il y a des nuances, évidemment. Il y a des nuances, c'est vrai. Mais pour moi, l'espace scénique est un espace de bien-être et ça va choquer beaucoup les gens.
Mais ayant foulé la scène à l'âge de 9 ans, j'étais sans auto-jugement, sans questionnement sur ce que j'allais produire. Je jouais la mère Michel, j'avais le rôle de titre, j'étais heureuse, j'étais hyper traqueuse avant de monter sur scène. Et arriver sur scène, je joue une autre émotion qui n'a rien à voir avec celle que j'avais 2 secondes avant, et je peux complètement m'abandonner là-dedans. Et cette expérience à mes 9 ans m'a tenue toute ma vie et a fait que j'ai voulu faire du théâtre mon métier. C'est qu'au moment où je joue, au moment où je suis complètement impliquée dans le personnage et dans la situation que vit le personnage, je ressens un bien-être énorme parce que je ne me ferai pas mal. Je peux me faire larguer, je peux mourir, je peux perdre mes parents, je peux avoir une maladie incurable. Enfin, il peut se passer n'importe quoi dans la scène, dans cette situation-là. Je m'abandonne à cette situation-là et je sais qu'à la fin, je serai en bonne santé, il ne sera rien passé pour mes proches. Et ça, pour moi, c'est là où c'est synonyme de bien-être. Après, il y a la difficulté d'arriver là. Donc, quand on l'a touché en tant qu'enfant, c'est plus facile de faire le chemin adulte que quand on l'a touché adulte, je pense. Je te laisse la parole, Muriel. Oui, pour moi, il y a le bien-être, c'est quand même une notion très pluridimensionnelle. Donc, il y a plusieurs dimensions qui rentrent dans le bien-être. Ça inclut la santé physique, la santé psychique. Ça inclut les relations qu'on a aux autres. Donc, il y a beaucoup de dimensions qui rentrent dans le bien-être et pour être dans un état de bien-être. Et du coup, je pense que l'improvisation théâtrale peut y contribuer dans certaines des dimensions mais n'est pas suffisant. Faut pas juste faire de l'impro, enfin, à mon sens, pour être dans une situation de bien-être. Et ça convient pas forcément à tout le monde non plus. Le bien-être, on va pas forcément avoir besoin de le chercher au même endroit, et on va peut-être le trouver à des endroits très différents les uns et les autres. Moi, mon bien-être, donc si je parlais pour moi, je le trouve, l'improvisation théâtrale y contribue, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses qui contribuent à ma santé physique, ma santé psychique. Et je me rends compte, par exemple, que je peux me passer d'impro, je peux me passer de la scène et continuer à me sentir bien. Parce que ce n'est qu'une composante parmi beaucoup d'autres. Voilà, donc pour moi, la nuance, c'est pas un synonyme, mais l'improvisation théâtrale peut contribuer au bien-être. Et oui, vas-y, Adine, vas-y. Ouais, en fait, c'est intéressant parce que moi, j'ai pensé, quand la question a été posée, instant présent. J'ai pensé, improvisation théâtrale, j'en fais, qu'est-ce que ça me fait? Ah oui, j'ai cette dose-là d'adrénaline, j'ai ce truc. Je pense que je suis un peu une junkie dans l'âme, hein, j'aime la drogue et c'est une drogue. Mais j'aime plein de drogues. J'aime l'amour, le sexe, l'amitié. C'est-à-dire que j'appelle ça des drogues parce que c'est addictif, parce que c'est fantastique d'avoir des relations amicales intenses. Enfin, moi, j'aime l'intensité, quoi, des relations. Et la scène rend les choses intenses. Donc, du coup, et sans danger en plus. Donc, je peux vivre avec intensité toutes mes émotions. Je me sens pas jugée, je me sens... mais parce que j'ai aussi touché ça enfant et je parlais vraiment dans l'instant. Parce qu'il est vrai que c'est qu'une composante du bien-être pour la plupart des gens et que pour les esprits malades comme le mien, moi, par contre, si j'ai pas de théâtre ou pas d'improvisation, je dépéris. Justement, j'avais posé la question. Est-ce que du coup, ça va aussi aller vers ce que tu dis ici, Muriel. Est-ce que l'improvisation aussi, c'est pour tout le monde, ou est-ce que tout le monde a besoin aussi d'improvisation pour aller mieux et pour avoir ce sentiment de bien-être? Ah ah. Tu veux commencer, Aline, ou tu veux que je commence? Comme tu veux. Bon, ouais, je me lance. Donc, est-ce que c'est pour tout le monde et est-ce que tout le monde en a besoin pour aller mieux? C'est un peu ça. Ouais. Alors, un premier élément, c'est que l'impro, en fait, on en fait un peu tous les jours, même sans le savoir. Un peu tel Monsieur Jourdain qui ignore qu'il dit de la prose alors qu'il en dit.
Parce que tout ce qu'on fait dans notre vie n'est pas planifié du début à la fin, on ne connaît pas notre texte et on est régulièrement confronté à l'imprévu. Et imprévu et impro, c'est la même racine. Donc improviser, c'est jouer avec l'imprévu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est amené à faire dans la vie tout le temps. Et du coup, pratiquer l'improvisation théâtrale peut être un outil assez efficace pour le transposer dans la vie ensuite et avoir un rapport très serein à l'imprévu, au risque, à la prise de risque, à tout un tas de choses autour de nous, à notre communication avec les autres. Donc ça, l'impro peut tout à fait contribuer là-dessus. Après, est-ce que c'est pour tout le monde? Je pense que le moteur pour l'impro, ou même le moteur pour tout, c'est le plaisir de faire. Et donc, moi, je prends énormément de plaisir à faire de l'impro et je prends énormément de plaisir à enseigner l'impro. C'est mon plaisir. Ce ne sera pas forcément celui de quelqu'un d'autre. Si c'est pour se retrouver dans un état de souffrance et de se faire violence à soi-même pour se mettre à faire quelque chose dans lequel on ne prend pas de plaisir, je ne suis pas sûre que ce soit constructif. Peut-être que ça deviendra un plaisir à un moment plus tard, mais peut-être que du coup le plaisir il est ailleurs, il est peut-être dans une autre activité et c'est super. Il y a des gens qui vont énormément s'épanouir à travers une autre forme d'art, un autre sport, une autre forme d'activité, et tant mieux. Donc pour moi c'est tout le monde fait de l'impro sans le savoir complètement. Ça veut pas dire que c'est pour tout le monde de faire de l'improvisation théâtrale si c'est pas un plaisir de le faire. Aline, est-ce que tu veux répondre à ça? Alors, redis-moi la question, pareil, s'il te plaît. Est-ce que je ne sais même plus la question que j'avais posée. Est-ce que faire du théâtre d'improvisation, en fait, c'est pour avoir ce sentiment de bien-être. On fait du théâtre d'improvisation pour avoir un sentiment de bien-être. Est-ce que c'est fait aussi pour tout le monde? Voilà. Alors, moi, j'ai une vision un peu plus politique des choses. C'est-à-dire que je pense que dans l'ensemble déjà, dans le cadre de notre éducation, je parle de mon époque, puisque je ne peux parler que de ce que je connais, de ce que j'ai vécu dans l'éducation nationale, la place du corps est trop limitée. Du coup, je pense qu'on a besoin d'avoir des espaces d'expression et je pense que c'est déjà pour tous les enfants et pour tous les adolescents, oui, une pratique à découvrir, mais dans le cadre d'une découverte, comme je vais faire de la gymnastique, je vais faire de l'escalade, si on a la chance de pouvoir faire de l'escalade dans le cadre de son lycée, ce qui n'est pas donné à tout le monde évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, je pense que ça devrait être pour tout le monde, en tout cas dans les âges jeunes. Pour quelle raison? Parce que ça nous permet de partir avec un petit peu moins de désavantages dans la vie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une maîtresse qui m'a fait faire du théâtre à l'âge de 9 ans. Je vous assure que j'ai de la peine pour tous les gens qui n'ont pas eu cette chance. Alors, ça ne veut pas dire forcément d'être sur la scène. Non, mais ça ne veut pas dire forcément d'être sur la scène. C'est-à-dire que l'intelligence que la maîtresse avait eue, Madame Mistre, je lui rends hommage si un jour elle m'entend, c'est qu'elle avait divisé en fonction des intérêts des enfants, ceux qui allaient s'occuper plus de la scénographie, des décors, etc., et ceux qui allaient s'occuper plus de jouets ou des costumes. Enfin, il y avait une répartition des tâches en fonction du plaisir, mais il y avait un projet commun. Et en ça, l'improvisation est aussi un projet commun, et je pense que c'est intéressant de se confronter aussi à un projet commun basé sur l'imaginaire et à développer notre imaginaire. On se retrouve face à des enjeux qui sont extrêmement graves et qui nous pèsent. Je veux dire, il n'y a pas l'un d'entre nous qui se dit « Ah, j'en ai rien à foutre qu'on crame des énergies fossiles, que la planète soit en train de cramer et qu'on utilise du plastique à gogo. » Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus que ça nous fait chier. Et je ne vois pas d'autres outils plus efficaces que l'improvisation. Et c'est pour ça que je pense que oui, ça doit être un outil pour quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça doit être un outil forcément pour arriver sur la scène. Ça doit être un outil politique de travail qui va nous permettre d'être mieux collectivement et du coup d'être mieux individuellement. Et du coup, c'est un petit peu long, mais... Non, mais... Oui, vas-y Kevin, tu veux réagir dessus.
Ouais, en fait, je voulais illustrer parce qu'effectivement, Aline parle du parcours scolaire et je pense que ça aurait été bon pour moi aussi à l'époque. Du coup, moi, je suis passé complètement en dehors de toute activité de type théâtral pendant ma scolarité. Et ensuite, j'ai 36 ans aujourd'hui, donc dans ma vie d'adulte, j'ai commencé à vouloir déconstruire les barrières que je m'étais construites. Et en fait, j'ai fait un cours d'essai chez Impro Studio il y a, je sais plus, 5-6 ans, et je me suis pas inscrit, parce que c'était pas encore le moment pour moi. Je me suis inscrit que cette année. Et entre-temps, j'ai fait tout un chemin qui m'a permis de conclure que l'impro allait me permettre d'aller au-devant d'un certain nombre de choses qui, je pense, sont des mots très communs, très partagés au sein de la population euh, et l'impro répond parfaitement à ces mots-là, quoi. Mais ça m'a demandé un chemin personnel pour y arriver. Voilà. Donc en sens oui et non, puisque oui, en définitive, ça permet d'aller travailler sur des choses qui sont difficiles pour une très grande partie de la population, je pense. Et non, parce que c'est peut-être pas, peut-être qu'il y a un petit chemin à faire avant de pouvoir arriver à ça. Et c'est très bien parce que tu fais complètement le pont sur quoi je voulais aller. Le chemin, est-ce que le chemin, c'est pas le développement personnel et dont l'impro serait un des outils fondateurs? Vous avez 3 heures. Moi, je dirais pas sur un outil fondateur en termes de développement personnel. En ce qui me concerne, je sais pas ce que tu en dis, Muriel. Non, moi non plus. Alors peut-être, moi je suis peut-être pas non plus très. Pour moi, le développement personnel, il va pas tout seul. Je vais étayer ma pensée. Pour moi, donc le développement personnel qui va un peu dans cette idée de trouver, j'allais dire peut-être trouver son alignement ou se sentir bien avec soi et se sentir aligné. C'est une dimension de la réussite dans la vie. Mais pour moi, c'est pas la seule. Le risque, c'est que si on se concentre que là-dessus, on tire vers quelque chose de très individualiste sur, en fait, ce qui est important, ça va être juste mon bien-être à moi, mon développement à moi, et c'est très auto-centré, je trouve. Pour moi, ça rejoint un peu la question plus générale de qu'est-ce que la réussite. Et la réussite, à mon sens, elle a 3 dimensions. Il y a la réussite au sens très classique du terme, qui va être la réussite sociale. Donc, comment je me positionne par rapport à l'échelle sociale, les études que j'ai faites, voilà, mes diplômes, mon poste, mon niveau de rémunération. Voilà. Ça, c'est disons la forme de réussite assez classique et historique. La deuxième réussite, c'est justement, je pense, le côté développement personnel ou alignement avec soi ou tout simplement atteinte du bonheur personnel, qui est une autre dimension et qui n'est pas forcément liée à la première. On n'est pas obligé d'être dans une réussite sociale pour se sentir aligné avec soi et pour se sentir en réussite. Donc, c'est la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie, qui sont un peu deux choses. Donc, réussir dans la vie, ce serait dans la vie par rapport au cadre sociétal de la vie. Réussir sa vie, c'est réussir par rapport à soi, par rapport à ses propres objectifs, ses propres envies. Mais pour moi, il y a une troisième dimension qu'on néglige trop et qui me semble être important à remettre au devant de la scène. C'est la réussite collective et c'est surtout la réussite au service du bien commun. C'est-à-dire à quel point est-ce que moi, en tant qu'individu, je contribue au bien-être collectif, au bien-être commun, au bien-être global. Et donc, c'est-à-dire que je m'oublie un peu moi pour me mettre aussi au service du collectif. Et comment est-ce que du coup, donc ça peut se traduire par énormément de choses, c'est comment est-ce que je m'engage pour mon prochain, peut-être que je m'engage pour un certain nombre de causes, un certain nombre voilà, d'idéaux qui sont plus grands que moi. Et ça, en plus, c'est très ancré, c'est même dans l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. On se souvient souvent tous de la première phrase qui est les hommes naissent libres et égaux en droit. Donc, il y a un côté égalité des chances et on devrait tous avoir les mêmes chances au départ. Et la deuxième phrase, c'est les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. C'est-à-dire qu'on ne devrait être distingué socialement que pour ce qu'on a apporté au bien commun, ce qu'on a apporté aux autres. Et ça, je trouve que c'est une dimension qu'on a beaucoup oubliée
Et que justement, avec le côté développement personnel, on cache un peu cette partie-là qui me semble aujourd'hui, compte tenu des enjeux sociétaux qu'on rencontre, qui me semble en fait plus importante que presque son développement à soi. Voilà, avant que tu répondes, Aline, est-ce que du coup, avant que tu répondes, est-ce qu'on ne dirait pas du coup, bon, ça sera du coup c'est la question d'après, mais ce serait pas un développement collectif au lieu d'un développement personnel? Tu peux répondre, Aline, à ça aussi. Et oui, en fait, le truc, c'est que je ne peux pas plus être d'accord avec Muriel que ce qu'elle vient de dire, parce que mais ça rejoint ce que je disais avant, en fait, sur la réponse où je disais où il faudrait le faire avec les enfants. C'est-à-dire que oui, l'improvisation est un des outils de développement personnel, mais le développement personnel ne peut pas être un développement personnel s'il n'est pas collectif également. Nous sommes des êtres sociaux, nous sommes les êtres les plus sociaux sur cette planète. On est connecté à travers toute la planète grâce à Internet, évidemment, mais vous vous rendez compte qu'on a quand même inventé un outil pour pouvoir parler avec des gens qui sont au Japon, quoi. Donc ça, c'est quand même un truc de malade en termes d'interconnexion. Et je parlais de la place du corps, c'est-à-dire que c'est là où c'est le gros avantage de l'improvisation, c'est qu'on a et ce travail de collectif et de construire ensemble sans se mettre sur la gueule, puisque de toute façon on est dans la création collective. Donc il faut apprendre à accepter l'autre et à ce qu'il nous propose et à se dire ah ouais, plutôt que de partir du premier principe ah non mais c'est de la merde, oui mais ou non, si on veut avancer, on sait tous, on est obligé de dire oui et on est obligé d'accepter la proposition de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on accepte de se faire tuer, mais on accepte la proposition de l'autre et on est dans la bienveillance. Enfin, c'est beaucoup de choses qu'on développe avec l'improvisation, mais qu'on va reporter sur soi. Moi, je suis quelqu'un qui a vécu beaucoup de violence dans son enfance. Je pense que l'improvisation m'a obligée, d'une certaine manière, à bloquer pas à bloquer, mais à me mettre face au mur, face à mes violences, et parce que les autres me faisaient miroir. Et donc, avec le travail collectif et en étant avec les autres, j'ai découvert des choses sur moi. C'est-à-dire que c'est tout le temps un ping-pong. Vous ne pouvez pas faire du développement personnel tout seul dans votre coin. Vous vivez avec le monde entier. Je veux dire, on n'est pas des ermites qui vivons en haut de la montagne. On vit dans une société et donc l'improvisation est un exercice. Pour moi, c'est l'exercice social, politique par excellence. Et quand je dis politique, c'est dans le sens noble du terme, la vie de la cité. Justement, dans les exercices politiques, que tu parles, je vais me concentrer aussi du coup sur l'exercice d'improvisation. Pour vous, qu'est-ce qui, dans l'improvisation, fait que, en fait, ça devient un outil pour le développement collectif, personnel, et qui devient aussi du coup des exercices politiques? Qu'est-ce qui, pour vous, quels sont les mythes fondateurs, on va dire, de l'impro pour vous, par rapport à ça? Je comprends pas bien la question personnellement. N'a pas compris. Ok, je recommence la question. Dans les exercices d'impro ou même dans l'improvisation en général, pour vous, quels sont les points cruciaux qui font que l'improvisation devient un exercice collectif et non pas que personnel? Ok, merci. C'est mieux? Ouais, je comprends mieux. Mais vas-y, Muriel. Si tu préfères que je démarre, je démarre. Vas-y, démarre. Alors pour moi, les points cruciaux qui font que l'improvisation devient un exercice politique. Pas forcément que politique, mais de développement collectif et aussi personnel. Alors, déjà, ce qui est intéressant dans l'improvisation, la première chose, en tout cas nous, ce qu'on développe chez Impro Studio, c'est cet esprit d'équipe et ce soutien indéfectible entre les joueurs. Pour nous, on peut les appeler les joueurs, les improvisateurs, les improvisatrices. Allez, je vais les appeler les improvisatrices pour être inclusive. Notre but, c'est vraiment que les gens se sentent bien les uns avec les autres. C'est la première étape pour pouvoir faire exister quelqu'un sur scène tranquillement. Moi, comme je vous disais, je l'ai vécu à 9 ans. À 9 ans, je ne me posais pas les questions. J'étais avec mes copains de classe, ma maîtresse en qui j'avais confiance. J'étais contente, tout allait bien, je pouvais y aller. Et il faut pouvoir recréer ce type de climat pour que les adultes puissent s'exprimer devant les autres. La peur de la mort est moins bien répartie sur Terre que la peur de prendre la parole en public. C'est-à-dire, il y a plus de gens qui ont peur. Enfin, la peur de prendre la parole en public est plus forte que la peur de la mort.
dans l'esprit des gens en général. Donc, on va travailler sur quelque chose de très très fort. Donc il faut donner un cadre qui laisse la possibilité à notre inconscient et à nous-mêmes de s'exprimer devant les autres sans redouter ce qui va sortir de notre bouche. Ça, c'est la première chose. C'est le premier truc qui est crucial pour moi, c'est un environnement favorable. Ensuite, et ça va forcément contribuer au bien-être, parce que ça va nous apprendre, nous aussi, à donner du soutien aux autres, même si on n'est pas d'accord sur tout avec eux. Donc, ça va nous obliger à aller vers la nuance. Moi, qui suis quelqu'un de radical, l'improvisation m'a obligée à aller vers la nuance. Je suis obligée de voir les choses en gris, alors qu'avant, c'était vraiment noir ou blanc. Maintenant, j'accepte de voir en gris, de dire qu'il y a des choses qui m'appartiennent, que ça appartient à l'autre. J'ai une part de responsabilité dans le conflit, tout ça. Mais c'est quelque chose qui me vient aussi grâce à l'improvisation. Bon, je suis chez Psy, mais ça ne m'a servi à rien. Muriel? Oui, peut-être que si on revient à ce qu'on fait en improvisation théâtrale, c'est qu'on essaie de créer ensemble sur le moment. Hein. C'est ça qu'on fait. Et du coup, le mot-clé, peut-être là, il est ensemble. C'est qu'on doit créer ensemble. Donc, on doit créer avec l'autre. Et donc, les techniques qu'on travaille en impro, c'est comment j'arrive à travailler avec l'autre, comment j'arrive à communiquer avec l'autre, à construire sur les idées de l'autre, à accepter les idées de l'autre, et dans l'idée que l'autre, de la même manière, accueille mes idées et construit avec moi. Et ça, on le fait à l'échelle d'une scène d'impro, mais on peut tout à fait... c'est des mécanismes et des réflexes qu'on développe d'écoute, d'acceptation, de construction, qui ensuite, qu'on pourrait appeler aujourd'hui dans le domaine des soft skills, une compétence qui est du coup... Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est les soft skills? Oui. Donc les soft skills qui sont en opposition aux hard skills, donc les connaissances dures, donc qui seraient plutôt les connaissances techniques et spécifiques ou les connaissances métiers qu'on apprend quand on étudie un sujet en particulier. Donc c'est tout ce qui est de l'ordre des matières, hein. J'apprends les maths, j'apprends le français, j'apprends l'histoire, j'apprends à programmer. Ça, c'est des compétences dures. Les hard skills. Les hard skills. À l'inverse, les soft skills sont des compétences douces, si on les traduit littéralement, qui sont de l'ordre des compétences humaines, relationnelles, comportementales, et qui sont des compétences qu'on va appeler transversales, donc qui sont transverses à plusieurs disciplines, plusieurs métiers, plusieurs domaines, donc transversales, et qui peuvent être transférables, c'est-à-dire que c'est aussi des compétences que je peux apprendre à un certain endroit et que du coup je vais transférer et utiliser dans un autre endroit. Donc c'est transversal et transférable. Donc ce sont toutes les compétences qui sont de l'ordre de la communication, communication à la fois verbale, non verbale, la communication digitale aussi, hein, ça rentre aussi parce que c'est des choses qu'on peut transférer. Toutes les compétences comportementales, comment est-ce que j'arrive à communiquer avec l'autre. La négociation, par exemple, c'est aussi une forme de soft skills. Et donc, tout ça veut dire que finalement, quand on fait de l'impro... Pardon, parce qu'en fait, je t'ai coupé juste parce que il y a des gens qui ne savent pas trop ce que c'est les soft skills, c'est pour ça. Aparté fini. Et donc, finalement, quand on fait de l'impro, ce qu'on travaille... au-delà on pratique une discipline artistique et qu'il peut y avoir un objectif artistique derrière qui est une chose, mais en fait, on le fait aussi, on travaille aussi consciemment ou inconsciemment ces compétences, ces soft skills, ces compétences comportementales transversales d'écoute, d'acceptation, de co-construction, de communication, d'expression orale, verbale et non verbale, qui sont des choses ensuite qu'on est en mesure de transférer ailleurs sur nos métiers et nos vies, et du coup notre vie en collectivité avec les autres. Donc c'est là où je pense que l'impro peut contribuer aux politiques au sens au sens qu'a rappelé Aline, donc au premier sens, hein, de la vie de la cité, pour nous aider à mieux se comporter les uns avec les autres. Voilà, donc ça peut être une manière parmi d'autres de développer ces formes de compétences comportementales. Et dans les... vas-y Kevin. Justement, j'allais dire quelle... Vas-y, après je te poserai la question. Vas-y. Ayant découvert donc l'improvisation cette année,
Moi, une des choses qui m'aide énormément, c'est qu'au début des cours, on pose un cadre, et dans ce cadre-là, en fait, on essaye de l'étendre, notamment, on travaille sur notre censeur interne qui nous interdit de dire certaines choses. Et forcément, en impro, on travaille énormément là-dessus pour que ce soit fluide et pour que aussi on se libère de toutes ces barrières qu'on s'est posées. Et on est en plein là-dedans au niveau politique en ce moment avec la loi sur la haine sur Internet. Et être capable de dire quelque chose d'affreux sur scène en impro, ou de juger affreux en tous les cas, peut-être, on ne sait pas, mais on sait qu'on a posé un cadre qui nous permet de le dire et d'en rire. C'est tellement libérateur, et il n'y a pas de paroles haineuses, en fait. C'est bien de pouvoir tout dire. Voilà. Bon, c'est mon opinion à moi, évidemment, mais moi, ça me porte beaucoup d'avoir ce cadre. Et justement, vas-y, Evelyne, est-ce qu'on peut tout dire en impro ? Oui, mais le cadre est fondamental. C'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec ce que dit Kevin. Bon, là, il parlait notamment du cadre des cours, mais sur scène, par exemple, pour que des joueurs se sentent libres, prenons la tradition du match qui a été la première influence de l'improvisation en France. Dans le match, nous avons l'arbitre. L'arbitre est l'écran entre les joueurs et le public. Il est celui qui se prendra les huées des spectateurs. C'est-à-dire que il est, si vous voulez, il permet aux joueurs de dire ce qu'ils veulent, il les protège d'une certaine manière, puisque ce qui est compliqué en improvisation, c'est qu'on n'est pas caché ni derrière un écrivain qui a écrit le texte, ni derrière un costumier qui nous a fait les costumes, ni derrière un maquillage, ni derrière un nez, ni derrière un masque. On n'est pas du tout caché. Donc la difficulté, c'est qu'il faut faire comprendre et accepter au public que ce qui sort de notre bouche reste quand même quelque chose qui ne nous appartient pas complètement. Il faut accepter qu'on est le vecteur d'une société. Il y a des choses qui me traversent, avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais qui me traversent. Par exemple, je déteste être sexiste. Je suis sexiste. Je n'y peux rien. J'ai été élevée dans une société sexiste qui m'a appris des choses sexistes. Je suis excitée sexuellement par des choses qui peuvent être jugées sexistes. C'est compliqué parce que je ne peux pas me défaire de ce déterminisme et de cette éducation. Maintenant, l'improvisation me permet de déconstruire des choses, de conscientiser des choses, par exemple. Pour certains, ça sera la thérapie, pour d'autres, ce sera de faire du yoga, de la méditation. Enfin, je veux dire, c'est un des outils pour le faire. Hein. Je ne dis pas que c'est le seul. Hein, voilà. Mais je me suis perdue dans ce que je disais. On parlait de est-ce qu'on peut tout dire ? Voilà. Donc pour moi, oui, on peut tout dire à partir du moment où c'est cadré dans le cadre de la scène et qu'on est tous d'accord que c'est là que ça se passe et que ça n'est pas Aline qui est en train de jouer, c'est Aline qui est une espèce de vecteur. Je vais avoir une vision un peu mystique de la chose, mais un petit peu comme les oracles à l'époque antique où enfin, je pense qu'il y a quelque chose du vecteur chez l'acteur improvisateur ou chez l'actrice improvisatrice. Vraiment, ouais, il y a des choses que j'ai faites que j'assume pas sur scène. Ou des choses que j'ai dites que je n'assume pas. C'est pas ma pensée, c'est pas Aline, c'est pas Aline qui se comporterait comme ça. J'accepte de laisser de l'inconscient y aller et ça m'appartient pas. Ça appartient à tous les gens qui sont dans la salle. C'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est qu'on crée quelque chose qui est lié aussi à tout ce qui se passe dans la salle, à une espèce d'ambiance. On ne sait pas, c'est ça que je trouve magnifique. Je suis cartésienne, mais il y a un truc dans le théâtre qui va au-delà de la... Enfin... Et Muriel, qu'est-ce que tu peux... Est-ce qu'on peut tout dire en impro ? Oui. Moi, la question qui me vient, c'est si j'ai... Il y a aussi le est-ce que j'ai quelque chose à dire ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je veux est-ce que je veux porter un message ? Et la question, c'est si j'ai un message à porter, c'est est-ce que l'impro est le médium le plus adapté ou pas ? Qu'est-ce qui justifie que je vais utiliser l'impro pour passer mon message et pas autre chose ? Et ça, pour moi, c'est une vraie question, notamment parce qu'il y a peut-être certains messages qui mériteraient d'être écrits, en fait, qui mériteraient d'être du texte et d'être portés comme tel. Donc, j'ai pas, pour moi, c'est un questionnement aujourd'hui, j'ai pas de réponse sur qu'est-ce qui justifie que je vais utiliser une forme d'art plutôt qu'une autre pour diffuser un message.
L'autre chose, c'est que quand on improvise, en effet, on n'a pas, comme l'a très bien dit Aline, on n'a pas de texte, on ne peut pas se cacher derrière un auteur, derrière un metteur en scène, derrière un costume. Euh, notre personnage et nous, en fait, la frontière, elle est assez infime et il y a en effet beaucoup de notre inconscient qui s'exprime sur scène. De notre inconscient personnel et de l'inconscient collectif qu'on partage avec les joueurs et qu'on partage avec le public. Il y a tout ça qui s'exprime à ce moment-là. Et comme c'est de l'inconscient, c'est très, finalement, c'est très ténu. Et donc, j'ai la sensation que ça demande quand même un vrai effort d'analyse derrière et d'analyse critique, de se dire, OK, on a improvisé ça ce soir. Ou on a dit ça, ou nos personnages, voilà ce qu'ils ont vécu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que ça dit de notre groupe? Qu'est-ce que ça dit du public avec lequel on a partagé ce moment? Et du coup, c'est le moment d'avoir un regard critique et de se dire, est-ce qu'on continue dans cette voie-là? Qu'est-ce qu'on rectifie? Qu'est-ce qu'on met en conscience? Et ça, voilà, c'est pour revenir un peu sur les... Il y a François Tadei, je ne sais pas si vous connaissez ce chercheur. C'est pareil, c'est un biologiste de formation. Il a beaucoup travaillé sur les questions d'éducation et en gros, porté qu'il y a quatre grandes compétences clés du XXe siècle. La communication, la coopération, lequel il manque, la créativité et l'esprit critique. Je pense que les trois premiers en impro, ils sont évidents. La coopération, parce qu'on doit coopérer avec les autres deux joueurs, on doit coopérer pour pouvoir construire. La communication, c'est évident aussi, on doit communiquer les uns avec les autres pour pouvoir construire. La créativité, de fait, hein, l'improvisation, c'est de la création spontanée, donc on est en plein dans un processus créatif pur. Et le dernier, l'esprit critique, c'est celui qu'il ne faut pas oublier en impro. Et il vient justement sur le est-ce qu'on peut tout dire et tout faire en impro. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'utiliser notre esprit critique et de se dire OK, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a choisi de dire parfois, qu'est-ce qu'on n'a pas choisi de dire ou de faire et qui sont venus, et du coup, qu'est-ce qu'on en fait. Et ça, pour moi, je pense que c'est le quatrième auquel il faut qu'on se sensibilise en tant qu'improvisateur. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Muriel. Est-ce que je peux rebondir parce que ça me permet de préciser une chose. J'ai parlé du match et du rôle de l'arbitre. Évidemment, il y a plein d'autres formes d'improvisation. Et sur les autres formes d'improvisation, effectivement, dans le match, l'arbitre nous protège. Dans le cabaret, le MC nous protège d'une certaine manière parce que c'est lui qui a l'esprit critique et c'est lui qui peut donner une petite phrase qui va donner de la perspective à ce qui vient de se passer, qui va temporiser un petit peu ce qui s'est passé sur scène, de façon à ce que ça reste du spectacle, que ça reste... voilà. On a besoin de ça. Et effectivement, dans les formes où on n'a pas cet écran du MC ou de la maîtresse ou du maître de cérémonie ou de l'arbitre, je suis d'accord qu'il faut exercer l'esprit critique. Je pense qu'en fait, c'est un esprit critique collectif qu'il faut exercer à ce moment-là, puisqu'on est quand même dans la création et qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Je ne peux pas dire à la fin du spectacle, excusez-nous, mais alors il y a 2-3 trucs là qu'on n'assume pas, qu'on a dit, c'est notre inconscient qui est sorti. On ne peut pas faire ça. Donc, ce qui est intéressant là, effectivement, dans le travail de l'esprit critique, et je suis complètement d'accord avec toi, Muriel, c'est de le faire d'un point de vue collectif, comme tu le disais, puisque si on est sur la même longueur d'onde sur les choses qu'on veut dire sur le plateau, si on est sur une même direction artistique et politique, on va pouvoir, si quelqu'un a quelque chose qui lui échappe, l'orienter si on est le partenaire en face, c'est-à-dire ne pas l'abandonner dans ce qui lui a échappé ou dans ce qu'il n'aurait pas voulu forcément dire. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je raconte. Si. D'accord. Si. Donc c'est une question de soutien en fait, ce que je veux dire. C'est que ça nous permet, avec l'esprit critique collectif, c'est de développer aussi le soutien entre les joueurs et les joueuses.
Tu parlais on développait l'esprit critique, parle de développer l'esprit collectif aussi, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, je revenais aussi un peu à ce qu'avait dit aussi Kevin au tout début, la démarche de quelqu'un qui veut aussi agrandir ses horizons, agrandir son esprit. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça comme démarche déjà personnelle de venir et après du coup qui va s'épanouir de plus en plus? Parce que de base, comme je reprends Kevin, on n'a pas trop cette vision où on ne sait pas comment faire. On ne viendrait pas aussi dans l'improvisation, faire de l'improvisation pour nourrir tout ça? C'est une motivation comme une autre. Enfin, c'est pas une motivation. Il n'y a pas de mauvaise motivation, il n'y a pas de basse motivation. Oui, c'est une motivation, je pense. Je pense que tu peux arriver à l'improvisation comme tu arrives à n'importe quelle activité. Soit tu as un pote qui le fait et tu te dis cool, c'est un pote que j'aime bien, j'ai envie de faire pareil. Soit c'est un truc que tu as vu passer un jour, une pub, je sais pas quoi, et tu te dis cool, je vais essayer. Un truc que tu as vu à la télé, un truc que tu as vu dans une série. Une personne que tu admires, à qui tu as envie de ressembler, donc du coup tu as envie de faire les mêmes activités, ou c'est juste à un moment, tu as vu la lumière et puis tu es rentré et tu es allé voir ce qui se passait. Un peu comme n'importe quelle autre activité que tu démarrerais finalement. Donc, en fait, la motivation du bien-être est une motivation qui fonctionne comme les autres, toutes celles qu'a citées Muriel, et il y en a autant que de personnes qui ont eu des motivations pour faire de l'improvisation. Moi, ma motivation, c'était de jouer plus. Il y en a, ça va être d'améliorer leur prise de parole. Il y en a, ça va être de sortir de leur coquille. Il y en a, chacun fait effectivement comme. En tout cas, c'est pas une mauvaise démarche. Ça peut vous aider si votre démarche c'est le bien-être. En revanche, c'est forcément une démarche collective. Ça ne peut pas être une démarche uniquement individuelle. Il faut savoir qu'on va se confronter à l'altérité et on va se confronter à une altérité qui peut nous faire souffrir de temps en temps. Ça dépend de notre histoire. Mais oui, c'est pas une démarche complètement individuelle, individualiste de bien-être. Là, c'est pas possible de passer votre chemin. Et justement, on parlait de jour de bien-être. Là, on voit comme activité, on va dire, personnelle, ou comme quoi on arrive dessus. Mais l'improvisation qui est apportée à l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait aussi pour vous? Tu veux dire l'improvisation que nous, Ouais. l'outil improvisation qu'on utilise Exactement. dans le cadre des formations professionnelles. Ouais. Moi, je vais revenir sur l'idée, sur les soft skills à nouveau, sur le développement des compétences comportementales transférables. Les outils, finalement, vont être les mêmes, à la différence peut-être que dans un atelier d'improvisation loisir dans lequel on y va peut-être plutôt dans une démarche créative et artistique. Là où en entreprise, quand l'improvisation arrive dans l'entreprise, elle arrive à des fins de formation professionnelle et de former un certain nombre de compétences. Donc l'objectif visé n'est pas tout à fait le même, même si au final peut-être que les résultats vont être assez similaires. C'est juste que l'objectif initial et la manière dont ça va être amené vont être un peu différentes. Le vocabulaire va pas forcément être exactement le même. Voilà, ça va se jouer à ces choses-là. Et il y a aussi un point clé aussi, c'est que quelqu'un qui vient dans un atelier d'impro, c'est une démarche choisie. Je fais le choix de m'inscrire à un atelier d'impro. Donc il y a une motivation initiale. Quand l'improvisation vient dans l'entreprise, c'est pas forcément un choix des collaborateurs. Les collaborateurs, on leur a dit, vous allez avoir une formation. Et l'impro arrive à eux, c'est pas un choix. Donc la discipline n'arrive pas du tout avec forcément le même enthousiasme ou la même vision. Et donc la discipline ne se manie pas tout à fait de la même manière. Et là, qu'est-ce que vous avez eu comme retour d'élèves, aussi bien dans notre entreprise qu'en atelier loisirs, par rapport à toutes les questions qu'on vient de solutionner, on va dire? Je veux bien faire un petit témoignage sur mon utilisation de l'impro dans ma vie professionnelle. Vas-y. J'aurais quand même un truc à dire après. Bien sûr. Sur le sujet précédent, parce que c'est intéressant. Vas-y, Kevin, je t'écoute. Alors, c'est pas du tout des choses qui sont réfléchies, mais je me suis rendu compte
au fur et à mesure des mois, parce que j'ai démarré en fait l'impro à peu près au même moment où je me suis lancé en freelancing. Et en freelancing, j'ai une posture d'expert en fait. On m'embauche parce que je suis censé être le meilleur dans mon domaine. Et des fois, mon client me posait des questions auxquelles j'avais pas de réponse, pas de réponse immédiate, ou alors j'avais plus la réponse à l'instant et elle allait revenir dans 5 minutes. Et on a un exercice en impro qui s'appelle l'expert. Et on peut être expert en n'importe quoi. Et en fait, c'est super, quoi. C'est-à-dire que j'avais plus du tout peur de ne pas avoir la réponse. Donc, soit je leur disais honnêtement que je ne savais pas immédiatement et que j'allais chercher à revenir plus tard avec la réponse, soit carrément, je trouvais quelque chose qui marchait là sur le moment, parce que ça peut être des fois la réponse elle est dans la question que la personne pose en fait. Il faut aller creuser chez la personne qui pose la question. Enfin bref, ça m'a offert une sécurité dans cette relation là qui n'a pas de prix. Terrible, en fait, on apprend aux gens à bullshiter, quoi. Mais non, c'est pas du bullshit. Non, oui, je suis d'accord avec les choses que disait Muriel. Moi, je vis une difficulté avec le travail en entreprise, car j'ai des opinions politiques radicales, évidemment. Ah bon? D'après les gens, c'est radical. Moi, je trouve Oui. ça c'est normal d'être anarchiste. J'ai du mal à comprendre que ça ne change pas. Mais il paraît que c'est radical d'être anarchiste. Je pense que c'est le reste qui est radical. Alors, le truc, c'est que j'ai lu Augusto Boal, Le théâtre de l'opprimé, et lui n'avait pas du tout envie qu'on amène ces techniques de théâtre d'improvisation parce qu'il s'appuyait beaucoup sur l'improvisation. Il a fait du travail avec les paysans sans terre au Brésil, dans des hôpitaux psychiatriques. Enfin, c'est un monsieur qui a utilisé le théâtre à des fins politiques, alors dans le plus noble sens du terme. Et lui n'a pas envie d'offrir, entre guillemets, ces outils à l'entreprise, puisqu'il se situe dans une position plutôt de lutte des classes. Et je trouve que moi, j'aime bien vivre dans mon confort, donc je suis paumée là-dedans. Parce qu'effectivement, est-ce que l'objectif, c'est de rendre le salarié plus docile? Mais en même temps, je me dis, mais non, puisque si je lui fais faire de l'improvisation, je lui apprends à prendre ses responsabilités, à faire des choix. Et donc, du coup, j'arrive dans une espèce de schizophrénie j'apporte des choses qui sont fondamentales pour les êtres humains dans le cadre d'une entreprise qui est une organisation que je n'accepte pas, enfin, qui m'ennuie. Je préférerais que ce soit une coopérative, une association. Le principe de la SARL ou de la SAS me dérange. Ou de la SA, enfin je ne sais pas, je ne connais pas tous les statuts d'entreprise, mais voilà. Après, effectivement, ça permet de développer des choses qui vont permettre quand même aux gens de vivre mieux, même dans leur vie de tous les jours, en entreprise parfois. La difficulté, c'est les récalcitrants. Mais je les trouve intéressants, moi, les récalcitrants. Je trouve que c'est justement les plus intéressants. Pardon, c'était juste pour faire un petit aparté pour compléter un petit peu. Non, t'inquiète pas. On parlait tout à l'heure du coup des exercices en improvisation, ce que ça apportait, qu'on apprenait à bullshiter complètement aux personnes avec l'exercice des experts. Est-ce que vous avez aussi eu, vous, en tant que formatrice, même Kevin, tu peux répondre, et aussi sur le chat, vous pouvez aussi répondre, des expériences comme quoi, en fait, le théâtre d'improvisation, l'improvisation théâtrale, même si on disait que c'était un des outils, a été libérateur aussi, parce que je pense que on a eu beaucoup. Alors moi, j'ai eu deux, trois témoignages intéressants, du coup je l'ai dit tout de suite parce que je les ai à l'esprit. J'ai eu une ancienne élève qui m'a remerciée parce que comme je faisais beaucoup de respiration en début de cours et de relaxation, son accouchement s'est extrêmement bien passé. Et là, j'étais scotchée. Et elle m'a dit que la sage-femme lui avait dit qu'elle respirait extrêmement bien et que grâce à ça, elle avait pu expulser plus facilement son bébé. C'est drôle. Et j'ai eu aussi j'ai eu une élève, par exemple, qui avait une peur bleue de prendre la parole en public et qui, cette année, là, je crois au mois de janvier, peut-être décembre, je ne sais plus exactement quel mois, a pris la parole dans le cadre du Salon des entrepreneurs devant une salle énorme et nous a envoyé un merci de ce qu'elle avait gagné, de ce qu'elle avait réussi à gagner en confiance en elle, en assurance et en diminution de tract du fait de parler devant du monde. Et on m'a dit régulièrement aussi que ça leur permettait de trouver le moyen de retrouver leur corporalité,
enfin, quand j'ai des messages de gratitude et j'ai de la gratitude pour les messages de gratitude parce que c'est aussi ce qui est un moteur pour moi pour continuer à donner des cours, c'est de sentir que dans l'ensemble, en général, les témoignages, c'est je suis mieux avec les autres ou j'arrive mieux à me comporter en société, j'arrive mieux à parler devant les autres. Et toi, Muriel, qu'est-ce que tu as eu? Moi, j'ai eu des élèves qui ne prenaient pas de plaisir à monter sur scène, mais qui m'ont dit, par contre, ça les avait beaucoup aidés dans leur vie professionnelle, dans leur relation à leurs collègues ou à leurs clients, quand ils étaient en relation avec des clients, typiquement quand tu es consultant. Et que donc ça les avait aidés. Et pour faire le lien avec la question que tu avais posée précédemment, moi, ça m'est arrivé du coup d'avoir des élèves qui sont en atelier d'impro, donc loisir, et qui me font le retour de en fait, ça m'a vachement aidé dans ma vie professionnelle et ça m'a fait progresser sur mes compétences relationnelles. Et sur des formations en entreprise, de gens qui disent ah bah c'est cool, pour une fois, c'était ludique, je me suis amusée, j'ai passé un bon moment. Et où du coup, il y a l'impro loisir qui est devenu formation et l'impro formation qui est devenu aussi un moment ludique et loisir. Donc bon, tout ça pour dire que la frontière est quand même très, très ténue entre les deux. Moi, je vais rapporter aussi mon grain de sel dessus. Je travaille beaucoup avec des personnes en handicap. Et du coup, l'improvisation théâtrale apporte pour eux un nouvel espace de parole et de dialogue, surtout avec des personnes qui sont en situation d'autisme, où le théâtre est assez libérateur, mais il faut qu'ils apprennent un texte. Mais quand des personnes qui sont autistes, l'improvisation est un moment libérateur et libératoire aussi de la parole. Ils peuvent se lâcher, dire ce qu'ils veulent sans aucun préjugé, comme on l'a dit tout à l'heure avec le cadre, qui est aussi incorporé. Et ce qui permet du coup à eux de se sentir encore plus vivants et être écoutés, ce qui n'est pas forcément le cas dans leur vie de tous les jours. Et en ça, je pense que l'improvisation théâtrale a quand même un des facteurs qui est de favoriser une écoute attentive et active des choses qui devraient être mis au goût du jour aussi collectivement et que aussi bien individuellement. Voilà, c'est une petite parenthèse. J'ai un élève aussi qui m'a dit que ça l'avait aidé à développer son empathie. Il se rendait compte que finalement son empathie n'était pas si élevée que ça et que simplement d'écouter les prénoms, c'est un exercice qu'il avait fait avec toi et de se rendre compte que il n'avait pas écouté le prénom de la personne qui était à sa droite ou de la personne qui était à sa gauche. C'est ça. Et parce qu'en fait, mine de rien, le fait d'écouter juste un prénom, on met un visage, un prénom, on l'écoute, on la regarde, et ce qui nous permet de visualiser quelque chose et de nous dire, bon voilà, je te parle à toi qui m'écoutes et tu reçois l'information. Je pense que l'impression théâtrale permet de resserrer encore plus les liens qui devraient être encore plus humains. Ouais, je pense que ça nous permet de mieux considérer l'autre, vraiment dans sa globalité. Même... par exemple, il y a une chose que je fais de temps en temps, c'est la météo de nos sentiments en début de cours, de comment on se sent à ce moment-là. Bon, parce que j'ai traversé quelques épreuves et je suis obligée personnellement, parfois, de commencer les cours en disant je ne me sens pas bien aujourd'hui. Donc, ne prenez pas forcément personnellement certaines de mes actions, etc. Mais ça permet aussi de développer la communication parce que ça m'oblige, moi, de le dire. Du coup, les élèves peuvent se sentir aussi parfois obligés de dire ah ouais, moi je vais pas très bien aujourd'hui, mais ça permet aussi de prendre soin les uns des autres et de savoir où on se situe émotionnellement. Et aussi d'offrir plus à l'autre qui on est et se permettre d'être plus authentique, d'accepter que y a des jours où on n'est pas bien. Si on me demande si je vais bien, je suis pas obligée de dire ouais ça va. Non, je peux aussi dire ça va pas. Muriel, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Est-ce que tu veux répondre à ça déjà? J'ai pas tellement de choses à répondre à ça, a priori. Je sais que moi, à titre personnel, je me dissocie vachement. Il y a moi, la Muriel de tous les jours, la personne que je suis, l'état émotionnel, l'état d'énergie dans lequel je suis aujourd'hui. Il y a Muriel, l'improvisatrice, et Muriel, l'improvisatrice, elle est constante. Elle a le niveau d'énergie, elle a le niveau d'écoute, elle est de bonne humeur, elle est là, quoi. Et ensuite, il y a les personnages qu'on est amenés à jouer, quoi. Et pour moi, mais donc voilà, pour moi,
c'est important à partir du moment où je rentre dans la salle de répétition, où je rentre dans le théâtre, je laisse de côté ma personne. Ça n'empêche pas d'avoir un sas avec les élèves ou avec les membres de ma troupe, qui est le sas émotionnel, où on se partage aujourd'hui comment on va en tant que personne. Mais il y a une espèce de seuil où, à partir du moment où on a passé le seuil du théâtre, ça y est, maintenant on rentre dans nos improvisateurs, nos improvisatrices, et on rentre dans notre dynamique d'énergie positive et collective pour construire ensemble, bienveillante. Et voilà, nous, on se fait un câlin avant chaque spectacle. C'est important pour nous. Donc ça, moi, c'est un truc que j'ai vachement développé et où c'est automatique maintenant de faire ce chute, et je redeviens la personne après. Et il y a des moments sacralisés pour prendre soin de la personne et les moments qui sont les temps de travail et d'impro. Donc, je dissocie les deux. Ça, c'est ma manière de faire. Voilà. Pour la scène, par exemple, je dissocie très bien parce que c'est un exercice que j'ai l'habitude de faire. Quand j'enseigne, c'est un peu plus compliqué pour moi de faire la dissociation, dans le sens où j'enseigne quasiment tous les jours. Et en fonction des épreuves qu'on vit et qu'il faut quand même continuer à travailler, et ben, je suis obligée de mettre les personnes dans la confidence parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai traversé un truc assez compliqué, une tentative de meurtre, donc il faut réussir à passer au-delà. Et ça, c'est un truc qui est tellement exceptionnel dans sa vie que je me demande, même si je n'ai pas une obligation d'en parler autour de moi, de ce que j'ai vécu, parce que c'est quelque chose qui est réel, qui existe et qui est d'une violence inouïe, et qu'il faut que les gens se rendent compte que ça n'arrive pas toujours qu'aux autres. J'allais dire malheureusement, c'est dégueulasse ce que je viens de dire, mais voilà. Donc je pense que c'est intéressant aussi, ça crée un chemin. Moi, j'ai été obligée d'accepter cette vulnérabilité, même en cours en tant qu'enseignante. Je pouvais pas faire le switch. Alors qu'avant, je savais le faire, j'avais aucune difficulté à le faire. Mais à partir du moment où j'ai vécu ce traumatisme-là, j'ai compris qu'il y avait des choses dans la vie qu'on peut pas cacher. Et en fait, il ne faut pas les cacher puisque c'est les autres qui vont nous aider à ressortir de ça. Moi, les élèves m'aident beaucoup à reprendre du poil de la bête parce que je leur dis, ils le savent. Maintenant que c'est dit, ça passait à la trappe. On avance ensemble. Parfois, je peux avoir une petite réaction qui ne correspond pas à ce qu'on fait normalement dans la société, mais ils savent que c'est lié à ça et du coup, on peut continuer à avancer ensemble. Et ça, je pense que c'est important aussi de développer cette communication-là quand il y a des choses qu'on ne peut pas porter tout seul. Est-ce que, moi je vais poser la question, est-ce que pour vous, Kevin, Muriel et Aline, l'improvisation théâtrale vous a débloqué une communication, la communication. Par exemple, je prends mon exemple, comme moi, j'étais petit et que j'ai commencé à faire du théâtre comme Muriel quand j'étais petit. Et moi, je ne savais pas crier, je ne savais pas dire les choses et je ne savais pas forcément parler à tout public. À travers les exercices, l'improvisation théâtrale m'a permis de trouver mon vocabulaire, présenter des choses comme je le présente là, et en même temps asseoir ma position. Est-ce que vous, à titre personnel, l'improvisation théâtrale vous a apporté aussi des choses? Moi, ça ne serait pas sur la forme, pardon. Hein? Excuse-moi, vas-y Muriel. Je dis, c'est une question fermée. Finalement, ça serait bizarre de dire non, moi. Bah oui, bah non, mais non. Ça n'apporte rien du tout. Je sais pas pourquoi on fait ça. Non, mais en fait, il y a des aspects un peu différents. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur la forme, c'est pas l'improvisation qui me l'a apporté. J'avais déjà le théâtre. J'ai découvert l'improvisation après le théâtre. Le théâtre m'a déjà permis de savoir parler fort, être entendu. Ce que ça m'a apporté, c'est justement de m'autoriser à être vulnérable, de m'autoriser à dire des choses. Ça m'a obligée à communiquer plus. C'est-à-dire, quand je parle de communiquer plus, dire ce qui se passe vraiment dedans. Parce qu'il y a un moment donné où j'ai besoin qu'on prenne soin de moi et que si on ne le fait pas, c'est vital qu'on prenne soin de moi. Donc ça, c'est des choses, l'improvisation m'a amené ça. Sur la forme, j'avais déjà le théâtre. Muriel? Oui, moi aussi, bien sûr, l'impro m'a amené plein de trucs. Quoi? Mais ouais. C'est pas vrai.
Moi, l'impro, avant tout, ça m'apporte du plaisir. C'est un truc que je fais. Enfin, moi, j'ai commencé l'impro parce que ça me faisait marrer. J'avais trop envie d'aller à l'atelier d'impro, de retrouver les copains, de rigoler. Enfin, c'était une bonne tranche de rire, quoi. Donc, le premier moteur, c'est vraiment ça, c'est le plaisir. Et oui, bien sûr, ça m'a appris à lâcher prise sur certaines choses, voilà, peut-être prendre du recul par rapport à certaines choses, à mieux communiquer, à mieux écouter, à mieux m'exprimer. Alors, pas que l'impro, mais l'impro a aussi beaucoup contribué. Mais je pense qu'avant tout, l'impro, pour moi, c'est une source de plaisir, en fait. Eh bien, Kevin, oui, vas-y, j'allais dire, Kevin, est-ce que tu veux bien dire des petits mots? Ouais, sur le plaisir aussi, moi, globalement, l'impro, ça me permet d'être plus moi, à peu près en toutes circonstances. Et ce côté jeu aussi, je trouve, est très présent. Et j'ai plein de micro-exemples dans ma vie professionnelle, de famille, ou avec des gens que je connais depuis peu, où une fois, j'ai même eu en partie grâce à l'impro, j'ai fait une présentation devant 150 personnes. Et à un moment donné, je voyais les gens avec leur téléphone en train de prendre en photo les slides. Et en fait, j'étais bien connecté avec moi et je leur ai dit « Ah, mais je vois des gens qui prennent des photos, ne vous inquiétez pas, je vous partagerai les slides. » J'ai dû avoir une remarque un petit peu amusante qui est venue toute seule. Et j'étais vraiment dans la joie parce que ça ne m'a pas rajouté du trac ou j'étais juste connecté à cet instant où je faisais ma présentation et j'ai voulu m'assurer que le public soit bien connecté à moi et pas en train de prendre des photos et être en distance finalement. Enfin bref, j'ai 1 million de petits exemples comme ça où je me sens plus immédiatement authentique plutôt que d'être dans une barrière en un petit masque. Voilà. Merci. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que pouvait apporter l'improvisation théâtrale. On sait que ça apporte du bien-être, on sait que ça a aussi un impact sur le développement personnel, mais globalement, ce n'est pas que le développement personnel, c'est le développement collectif que apporte l'improvisation théâtrale. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, Aline, Muriel? Merci. Ouais, merci pour l'invitation. Et de rien. Moi, je milite, je suis une prosélyte de l'improvisation. Faites-le, tentez-le. Si ça ne vous va pas, revenez-y. C'est pas grave, on peut vous arrêter 1 an ou 2 et revenir. Mais je vous assure que j'ai l'impression de prêcher la bonne parole et tout. Je suis une grosse prosélyte. Je pense vraiment que c'est... si on y va tranquille, il ne faut pas y aller avec la volonté absolument d'y arriver. Non, on y va pour s'amuser, rencontrer des gens et puis qui sait, développer des imaginaires incroyables. Eh bien, merci. Merci à tous d'avoir participé à ce dernier Cozy Lab en mode confiné. On a fait un hebdomadairement. Maintenant, ça va être un peu plus light, un peu mensuel. On reviendra sur un nouveau projet avec le Cozy Lab. Maintenant, je remercie aussi Direct Impro qui nous a permis d'avoir cette fenêtre de tir aussi sur Direct Impro. J'espère que ça vous a